Avertissement. Cet épisode parle d'un état que presque personne ne nomme. Celui où plus rien ne vous attire vraiment, où vous obtenez ce que vous vouliez et où vous ne ressentez rien. Il ne s'agit pas de tristesse, il ne s'agit pas de fatigue, il s'agit d'autre chose, de plus ancien et de mieux décrit qu'on ne le croit. Ce qui suit vient de textes vieux de 1600 ans et de 4 philosophes qui ont regardé ce mal en face sans détourner les yeux. Vous n'y trouverez pas d'encouragement, vous y trouverez un diagnostic puis une sortie. Prenez le temps, ce n'est pas fait pour être écouté distraitement. Bienvenue chez Noctivum. 4e siècle, désert de Nitrie, au sud d'Alexandrie. Des hommes ont quitté les villes pour vivre seuls, dans des cellules de pierre, avec presque rien. Parmi eux, un ancien intellectuel de Constantinople. Il s'appelle Évagre le Pontique. Il a connu la cour, les débats, la réussite. Il a tout laissé. Et dans ce désert, il se met à observer ses frères avec une précision que personne n'aura avant les cliniciens modernes. Il décrit 8 mots qui attaquent l'esprit humain. La gourmandise, l'avarice, la luxure, la colère, la vanité, l'orgueil, la tristesse. Ces 7-là, vous les connaissez. Quelques siècles plus tard, l'Église en fera une liste que tout le monde retiendra. Mais il y en a un 8e, et celui-là a disparu de la liste en route. Il était pourtant, pour Évagre, le plus dangereux de tous. Il l'appelle l'acédie, et voici comment il la décrit. Le moine se lève, la journée commence, tout va bien. Puis, vers midi, quelque chose s'installe. Le temps ralentit, le soleil semble cloué au ciel. Le moine regarde par la fenêtre. Il sort. Il regarde le soleil encore pour vérifier s'il a bougé. Il rentre. Il ressort. Il pense à un autre lieu où il serait mieux, à d'autres gens qu'il devrait voir, à une vie plus juste, ailleurs. Il ne fait rien de mal. Il ne fait rien du tout. Et surtout, il ne souffre pas vraiment. C'est plus insidieux que ça. Il est simplement devenu incapable de vouloir quoi que ce soit. Évagre appelle cela le démon de midi. Pas le démon de la nuit, pas celui des tempêtes. Le démon de la pleine lumière, quand tout va bien et que plus rien n'a de goût. Arrêtez-vous une seconde sur ce que vous venez d'entendre. Un homme du 4e siècle, dans un désert, sans écran, sans réseau, sans dopamine industrielle, décrit exactement votre dimanche après-midi. Cette manière d'ouvrir le frigo sans avoir faim, de regarder votre téléphone que vous venez de reposer, de vous dire que vous seriez mieux ailleurs, avec d'autres gens, dans une autre vie, sans jamais savoir laquelle. Ce n'est pas une maladie moderne, c'est l'un des plus vieux états humains connus, et nous avons simplement perdu son nom. Perdre le nom d'une chose n'est jamais anodin. Quand vous n'avez plus de mots pour un état, il vous arrive quelque chose de terrible. Vous croyez qu'il vient de vous. Vous croyez que c'est votre caractère, votre échec personnel, votre paresse secrète. Vous ne dites pas « je traverse l'acédie ». Vous dites « je crois que je suis quelqu'un de mou ». Et vous vous condamnez pour une chose que des hommes ont décrite, cartographiée et combattue 1600 ans avant vous. C'est la première chose que je veux vous rendre dans cet épisode. Pas un conseil, un nom. Avant d'aller plus loin, il faut écarter 3 confusions. Elles sont importantes, parce que tant qu'elles tiennent, on soigne la mauvaise chose. Premièrement, ce n'est pas la tristesse. La tristesse a un objet. On est triste de quelque chose. Une perte, une trahison, une porte fermée. La tristesse fait mal, mais elle est vivante. Elle prouve que quelque chose comptait. Ce dont nous parlons n'a pas d'objet. Vous ne pourriez pas dire de quoi vous êtes privé. Rien ne manque, et pourtant, rien ne remplit.
C'est un vide sans cause, et c'est exactement ce qui le rend indéfendable devant les autres. Personne ne vous plaindra d'aller bien. Deuxièmement, ce n'est pas la fatigue. La fatigue se répare. Vous dormez, et le lendemain, le monde a repris un peu de couleur. Faites l'expérience. Dormez 10 heures, prenez 3 jours, partez 1 semaine. Vous connaissez déjà le résultat. Vous revenez reposé et parfaitement indifférent. Ce n'est pas un problème d'énergie. Vous avez l'énergie. Vous n'avez plus la direction dans laquelle la mettre. Un moteur qui tourne au point mort ne manque pas de puissance. Il manque de route. Troisièmement, et c'est la confusion la plus coûteuse, ce n'est pas un manque de temps. C'est l'excuse préférée de l'époque et elle est presque toujours fausse. Regardez honnêtement vos derniers mois. Vous avez eu des soirées, des week-ends, des heures entières où personne ne vous demandait rien. Qu'en avez-vous fait? Vous ne les avez pas remplis. Vous les avez neutralisés. Vous ne manquez pas de temps. Vous manquez de désir à mettre dedans. Et le temps libre est devenu quelque chose que vous redoutez plutôt que quelque chose que vous attendez. C'est là qu'il faut être précis, parce qu'il y a un 4e cas, et je ne vais pas le confondre avec les autres. Il existe un état où le corps lâche, où le sommeil se casse, où la douleur devient physique et où l'idée de disparaître s'installe. Cela porte un autre nom, cela relève d'un médecin, et aucun texte de philosophie ne remplace un soin. Ce n'est pas de cela que je parle ici, et je ne veux pas qu'on m'entende dire le contraire. Je parle de l'état d'avant, le plus fréquent, le plus silencieux, celui de l'homme qui fonctionne parfaitement, qui tient tous ses engagements, que personne n'inquiète et qui ne ressent plus rien depuis longtemps. Sénèque, à Rome, en parlait déjà à son ami Lucilius. Il décrivait ces hommes qui ne sont ni malades ni bien portants et qui se réveillent chaque matin avec la même question dans la bouche. Combien de temps encore les mêmes choses? Il ne dit pas « ma vie est un échec ». Il dit « ma vie est une répétition et je n'en supporte plus la boucle ». Retenez cette phrase, parce que tout le reste en découle. Le mal dont nous parlons n'est pas le malheur. C'est la répétition, sans horizon. Maintenant, le mécanisme. Parce qu'il y en a un, et qu'il est dit d'une simplicité brutale. Le premier à l'avoir décrit sans aucune consolation s'appelle Arthur Schopenhauer. Sa thèse tient en une image. La vie humaine oscille comme un pendule entre la souffrance et l'ennui. Voilà comment cela fonctionne. Vous désirez quelque chose. Tant que vous ne l'avez pas, vous souffrez du manque. Ce manque vous tend, vous occupe, vous fait avancer. Puis vous l'obtenez. Et là, quelque chose que personne ne vous avait annoncé se produit. La satisfaction ne dure pas. Elle ne dure jamais. Quelques jours, parfois quelques heures. Ensuite, le vide reprend sa place, exactement là où le désir se tenait. Alors le pendule repart de l'autre côté, et vous devez trouver un nouveau désir pour ne pas rester face à ce vide. Schopenhauer en tire une conclusion terrible. Ce que nous appelons le bonheur n'est jamais qu'un intervalle. Le bref instant entre deux manques. Le désir n'est pas ce qui nous porte vers la joie, c'est ce qui nous évite l'ennui. Maintenant, appliquez ce mécanisme à votre propre vie et regardez ce qui apparaît. À 20 ans, vous vouliez des choses précises, une indépendance, un métier, quelqu'un, un endroit à vous. Il y a de fortes chances que vous ayez obtenu une bonne partie de cette liste. Et il y a de fortes chances que le jour où vous l'avez obtenu, il ne se soit rien passé. Vous avez signé, vous avez emménagé, vous avez été félicité, et le soir même, vous étiez seul avec la même sensation qu'avant. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est la mécanique. Le manque était le moteur.
Vous avez supprimé le manque. Le moteur s'est arrêté. Et voilà pourquoi une génération entière, qui a plus que toutes celles d'avant, se sent plus vide que toutes celles d'avant. Parce que nous avons construit, méthodiquement, une civilisation dont le but explicite est la suppression du manque. Vous avez faim, 30 minutes. Vous vous ennuyez, un flux infini, gratuit, adapté à vous. Vous voulez savoir, la réponse arrive avant la fin de la question. Vous voulez quelqu'un, une liste de visages, ce soir, à 3 kilomètres. Chacune de ces choses, prise seule, est un progrès. Personne de sensé ne veut revenir en arrière. Mais mises ensemble, elles produisent un effet que personne n'avait prévu. Un homme à qui rien ne manque jamais est un homme qui ne désire plus rien. Le manque n'est pas le contraire du désir. Le manque est sa condition. Une époque qui abolit l'attente, abolit l'envie, et elle vous laisse avec le confort d'un roi et l'appétit d'un mourant. C'est le premier étage du mécanisme. Il y en a un deuxième, et il est encore plus intime. Nous sommes au XVIIe siècle. Un homme de 35 ans, malade, l'un des esprits les plus puissants de son siècle, écrit sur des feuilles éparses des notes qu'il n'aura jamais le temps d'ordonner. Blaise Pascal. Et dans ces notes, il y a une phrase qui a traversé 4 siècles sans prendre une ride. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Prenez-la au sérieux, parce qu'elle est plus radicale qu'elle n'en a l'air. Pascal ne dit pas que les hommes sont malheureux parce qu'ils manquent de quelque chose. Il dit qu'ils sont malheureux parce qu'ils sont incapables de rester seuls, immobiles, sans occupation, face à eux-mêmes. Et il donne à cette incapacité un nom, le divertissement. Attention au sens. Le divertissement, chez Pascal, n'est pas le plaisir. C'est ce qui vous divertit au sens propre, ce qui vous détourne. Détourne de quoi? De la seule chose dont personne ne veut se souvenir, que vous allez mourir, que vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, et que rien de ce que vous faites ne répond vraiment à cette question. Pascal observe les hommes de son temps, et il voit qu'ils ne cherchent pas le repos. Ils le fuient. Le roi lui-même, dit-il, est le plus divertissant des hommes. On l'entoure d'occupations du matin au soir, précisément pour qu'il ne pense jamais à ce qu'il est. Un homme qui chasse ne veut pas le lièvre. Il veut la chasse. Donnez-lui le lièvre sans la chasse, il n'en voudra pas. Maintenant, transposez. Pascal décrivait une cour où il fallait des chevaux, des chiens, des tables de jeu, des conversations, des guerres pour tenir un homme à distance de lui-même. Il fallait une organisation entière, coûteuse, sociale, pour fabriquer du divertissement. Aujourd'hui, cela tient dans votre poche, cela ne coûte rien et cela ne s'arrête jamais. Ce que Pascal considérait comme le luxe d'une cour est devenu le fond permanent de nos journées. Et c'est là qu'il faut regarder les choses en face. Vous ne vous êtes plus retrouvé seul avec vous-même, sans aucun flux, depuis probablement des années. Pas seul dans une pièce, seul dans votre tête. Il y a toujours quelque chose. Un podcast pendant le trajet, une vidéo pendant le repas, un fil pendant l'attente, un écran pendant l'insomnie. Les rares interstices, ceux de 3 secondes, sont eux aussi remplis. Le geste qui sort le téléphone à l'arrêt d'un ascenseur est devenu réflexe avant d'être décision. Et voici la conséquence exacte, celle qui explique pourquoi plus rien ne vous fait envie. Le désir a besoin de vide pour apparaître. Il ne naît pas dans le plein. Il naît dans l'ennui, dans l'attente,
dans le silence prolongé, quand l'esprit, n'ayant rien pour se distraire, finit par produire quelque chose lui-même. C'est dans le train sans réseau qu'on décide de changer de vie. C'est dans l'insomnie qu'on comprend ce qu'on veut. C'est dans le dimanche vide et interminable qu'un projet finit par monter. Vous avez supprimé tous ces moments. Vous n'avez pas supprimé votre ennui. Vous l'avez rendu inaudible. Il est toujours là, sous le flux. Et c'est lui que vous retrouvez intact chaque fois que vous posez l'écran. Une image pour finir ce chapitre. Un homme qui grignote toute la journée ne connaît jamais la faim et ne connaît jamais non plus le plaisir de manger. Il n'a pas trop mangé. Il n'a jamais eu faim. Vous ne manquez pas d'envie. Vous n'avez plus jamais assez faim pour qu'une envie devienne un désir. Il reste une marche à descendre, et c'est la plus désagréable. Fin du 19e siècle. Un homme presque aveugle, seul, malade, écrit dans les montagnes un livre que personne ne lit à sa sortie. Friedrich Nietzsche, ainsi parlait Zarathustra. Dans le prologue, Zarathustra descend vers les hommes et leur annonce ce qu'ils redoutent le plus. Pas la guerre, pas la barbarie. Il annonce l'arrivée de ce qu'il appelle le dernier homme. Le dernier homme n'est pas un monstre. C'est exactement l'inverse. Et c'est pour cela qu'il est terrifiant. Le dernier homme a tout réglé. Il a un travail qui ne l'épuise pas, un logement chauffé, de la distraction, des relations sans risque, de la santé ou de quoi la surveiller. Il évite ce qui fait mal, il évite ce qui engage, il évite ce qui pourrait mal tourner. Il ne veut ni pauvreté ni richesse. Les deux demandent trop d'efforts. Il ne veut ni ennemi ni grande passion. Les deux font courir un risque. Il a réduit sa vie à ce qui est sûr, et il appelle cela la sagesse. Et Nietzsche met dans sa bouche une phrase que je trouve, encore aujourd'hui, l'une des plus classantes qu'on ait écrites. « Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent de l'œil. Ce clignement, c'est tout. Ce n'est pas un homme convaincu, c'est un homme complice. Il sait quelque part que ce n'est pas vrai. Il sait qu'il a échangé l'intensité contre la sécurité. Et il fait un clin d'œil pour qu'on n'en parle pas. Maintenant, regardez votre propre vie avec cette grille et faites-le honnêtement, parce que personne ne vous regarde. Quand avez-vous pris un risque réel pour la dernière fois? Pas un risque impressionnant, un risque où vous pouviez perdre quelque chose, où vous pouviez être humilié, refusé, avoir tort en public. Quand avez-vous, pour la dernière fois, voulu une chose au point d'accepter d'échouer devant témoins? Si vous cherchez la réponse et qu'elle remonte à des années, alors vous tenez la dernière pièce. Ce n'est pas que la vie a cessé d'être intéressante, c'est que vous avez, méthodiquement, sans jamais le décider, retiré de votre vie tout ce qui pouvait faire mal. Et en retirant tout ce qui pouvait faire mal, vous avez retiré tout ce qui pouvait faire quelque chose. L'anesthésie ne fait pas de tri. Elle ne supprime pas la douleur d'un côté et laisse le plaisir de l'autre. Elle éteint la sensibilité entière. Voilà le diagnostic complet. Plus rien ne vous fait envie parce que vous ne manquez de rien, que vous ne restez jamais seul avec vous-même et que vous avez expulsé de votre existence tout ce qui comportait un risque. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est le résultat exact, prévisible et mérité d'une vie parfaitement optimisée pour ne jamais faire mal. Reste la seule question qui compte. Comment on en sort? Mais avant cela, il faut écarter 4 fausses sorties, parce que vous allez les essayer dans cet ordre et qu'aucune ne marche. La première, partir. C'est toujours la première.
des vacances, un voyage, un week-end loin. Cela fonctionne, et c'est bien le problème. Pendant 4 ou 5 jours, tout revient. Les couleurs, l'appétit, l'envie de parler. Puis vous rentrez, et en 48 heures, tout est exactement comme avant. Vous en tirez la mauvaise conclusion. Vous vous dites qu'il faudrait partir plus souvent, ou plus longtemps, ou pour toujours. La bonne conclusion est ailleurs. Ce n'est pas le lieu qui vous a soulagé, c'est la rupture de la boucle. La nouveauté a suspendu la répétition pendant quelques jours. Mais la nouveauté est un stimulant, pas un remède. Sa dose utile augmente à chaque fois, exactement comme celle d'une substance. Ceux qui ont suivi cette voie jusqu'au bout finissent par voyager en permanence et par ne plus rien ressentir, nulle part. Ils ont poussé le mécanisme à sa limite et ils ont trouvé la même chose au bout, eux-mêmes, sans envie, avec une meilleure vue. Sénèque l'avait déjà écrit à Lucilius, et c'est la phrase que tous les grands voyageurs finissent par comprendre trop tard. Ce n'est pas de lieu que vous devez changer, c'est d'âme. La deuxième, tout casser. Quand partir ne suffit plus, on passe à la rupture. Le métier, la relation, la ville. Là encore, il faut être exact. Ces décisions sont parfois les bonnes. Il existe des vies qu'il faut réellement quitter. Mais regardez le moment où vous les prenez. Vous ne les prenez pas quand vous êtes fort, clair, en pleine possession de vos moyens. Vous les prenez précisément quand vous êtes vide. Or, un homme vide ne choisit pas, il fuit. Et une fuite déguisée en décision produit toujours la même chose. Quelques semaines d'intensité, puis le retour de l'état d'avant, dans un décor plus cher. La règle est simple. Une décision de rupture prise pendant la cédille n'est pas une décision, c'est un symptôme. La troisième, ajouter du plaisir. Puisque plus rien ne fait envie, on tente d'augmenter la dose. Plus de sorties, plus d'achats, plus de stimulation, plus de conquête. Cela ne marche pas, et Schopenhauer a expliqué pourquoi. Le plaisir ne remplit pas le vide, il l'occupe brièvement, puis le rend plus perceptible en partant. C'est la mécanique de tout ce qui procure une satisfaction immédiate. Le retour au point de départ n'est jamais neutre. On revient un cran plus bas, et il faut un peu plus la fois suivante. Un homme qui ajoute du plaisir à la cédille ne se soigne pas, il augmente la dette. La quatrième, la discipline pure. C'est la plus respectable des 4, et c'est celle qui tient le plus longtemps. Vous décidez que l'envie n'est pas nécessaire. Vous vous levez tôt, vous suivez le programme, vous cochez les cases. Vous fonctionnez à la volonté seule. Cela produit des résultats réels pendant quelques semaines, parfois quelques mois. Puis la volonté s'épuise, parce que la volonté est une ressource et non un moteur. Elle sert à démarrer, pas à rouler. Et l'effondrement qui suit est pire que l'état initial. Parce que cette fois, vous avez une preuve. Vous avez essayé de toutes vos forces et vous avez échoué. Vous concluez que le problème, c'est vous. Ce n'est pas vous. C'est que vous avez tenté de forcer un moteur au lieu de rétablir ce dont il a besoin pour tourner. Ces 4 sorties ont un point commun, et il faut le voir clairement. Toutes les 4 cherchent à retrouver la sensation. Aucune ne touche à ce qui l'a fait disparaître. Cinq mouvements. Aucun n'est agréable. Tous sont réversibles. Le premier, réinstaller le manque. C'est la conséquence directe de Schopenhauer. Si le désir naît du manque et que vous avez supprimé le manque, il faut le remettre volontairement. Non pas se priver pour se punir, se priver pour retrouver la faim. Concrètement, choisissez une seule source de flux, celle qui occupe le plus vos journées, et coupez-la pendant 30 jours. Ce qui est intéressant n'est pas la privation, c'est ce qui remonte pendant. Les 3 premiers jours seront désagréables,
et vous chercherez un substitut. La deuxième semaine, quelque chose de très ancien va revenir. L'ennui réel, celui qu'on n'a plus depuis l'enfance. Et de cet ennui, en général vers la troisième semaine, sort une envie. Souvent absurde, souvent petite. C'est celle-là qu'il faut suivre. Vous ne créez pas le désir. Vous arrêtez de l'étouffer et il remonte seul. Une précision, parce que c'est là que la plupart se trompent. Il ne s'agit pas de tout couper. Un homme qui supprime toutes ses sources de distraction en même temps tient 6 jours et revient plus dépendant qu'avant. Il s'agit d'en couper une, la principale, assez longtemps pour que le vide qu'elle occupait redevienne audible. Le but n'est pas la pureté. Le but est d'entendre à nouveau ce qu'il y a dessous. Le deuxième, ne pas quitter la cellule. C'est le conseil d'Evagre, et il est plus profond qu'il n'en a l'air. Quand l'assédie frappe le moine, elle lui souffle toujours la même chose. Va-t'en. Ce lieu est mauvais. Ces gens ne te conviennent pas. Ailleurs, tu seras enfin toi-même. Et Evagre répond, sans discuter. Reste. Il ne dit pas que le lieu est bon. Il dit que la voix qui vous pousse à partir n'est pas votre lucidité. C'est votre mal qui parle. Vous connaissez cette voix. C'est elle qui vous dit qu'il faudrait déménager, changer de métier, tout recommencer, partir loin. Vérifiez-la simplement. Ceux qui l'ont écoutée autour de vous, ont-ils changé de vie ou changé de décor? La règle est brutale et elle marche. Ne prenez aucune décision de rupture pendant l'assédie. Notez-la, datez-la, rangez-la. Si dans 3 mois elle tient encore, elle est vraie. Le troisième, choisir une chose difficile, une seule. Difficile pour vous, pas pour les autres. Une compétence qui demande des années. Un travail dont vous ne verrez pas le bout cette saison. Quelque chose où vous serez mauvais longtemps, publiquement, sans excuse. La raison est mécanique. Le désir ne s'attache pas à ce qui est donné. Il s'attache à ce qui résiste. On ne désire pas une chose parce qu'elle est belle. On la trouve belle parce qu'elle nous a coûté. Tout ce qui vous a marqué dans votre vie vous a demandé quelque chose, sans exception. Faites le test maintenant. Repensez aux 3 moments dont vous êtes réellement fiers. Aucun des 3 n'était confortable. Aucun n'était garanti. Dans les 3, vous pouviez échouer et vous le saviez en commençant. C'est la seule chose qu'ils ont en commun et ce n'est pas un hasard. C'est la définition même de ce qui compte. Et il faut accepter la conséquence, qui est désagréable. Vous serez mauvais. Longtemps. Visiblement. Un adulte n'accepte plus d'être mauvais en public. C'est précisément pour cela qu'un adulte cesse d'apprendre, et qu'en cessant d'apprendre, il cesse de désirer. Le prix d'entrée du désir, c'est l'humiliation de la première année. Le 4e, accepter la durée. C'est le point sur lequel presque tout le monde échoue, parce que l'époque a détruit notre rapport au temps long. Rien de vivant ne pousse en 3 jours. Ni un corps, ni une compétence, ni un lien, ni un travail qui compte. Vous n'avez pas besoin d'un résultat cette semaine. Vous avez besoin de tenir une direction assez longtemps pour qu'elle produise quelque chose. Prenez l'unité de mesure de la saison, pas celle de la journée. 3 mois est la plus petite unité honnête. Le 5e, rendre l'engagement irréversible. Une intention privée ne tient jamais. Elle est révisable à tout moment, et un homme, en assédie, révise tout. Donc, payez, annoncez, inscrivez-vous, prenez date, dites-le à quelqu'un dont le regard vous coûte. Sénèque le formulait à sa manière. Vivre, c'est monter la garde. Ce n'est pas une promenade, c'est un poste que l'on tient. On ne tient pas un poste par enthousiasme.
On le tient parce qu'on s'est engagé et que partir se paierait. C'est le renversement complet de ce qu'on vous a appris. On vous a dit « Trouvez votre passion et l'action suivra ». C'est faux, et c'est même exactement à l'envers. Cette croyance a produit une génération entière qui attend un signal qui ne vient jamais et qui prend son absence d'élan pour une absence de vocation. L'ordre réel est celui-ci. On s'engage d'abord, on agit ensuite et le désir arrive en dernier, une fois qu'on a déjà investi assez pour ne plus vouloir tout perdre. Personne n'aime une chose avant d'y avoir mis quelque chose. Vous n'attendez pas l'envie pour commencer. Vous commencez et l'envie devient la conséquence. Et voici ce qu'il faut comprendre sur ces 5 mouvements. Aucun ne vous rendra l'envie. Ils font autre chose, et c'est plus important. Ils rétablissent les conditions dans lesquelles l'envie peut réapparaître. Le manque, le silence, la difficulté, la durée, l'engagement. Ce sont les 5 choses que votre vie a méthodiquement éliminées, et ce sont exactement les 5 choses dont le désir a besoin pour exister. Vous n'avez pas perdu votre capacité à vouloir. Vous avez construit, année après année, sans jamais le décider, une existence où vouloir est devenu inutile. Ce qui a été construit peut être défait. Quand avez-vous, pour la dernière fois, désiré une chose au point d'accepter d'échouer en public pour l'obtenir? 2. Combien de temps s'écoule-t-il, dans une journée ordinaire, entre le moment où vous n'avez plus rien à faire et celui où vous prenez votre téléphone? 3. Quelle décision de rupture tournez-vous en ce moment? Depuis combien de temps exactement? CRA. Qu'est-ce qui vous a coûté cher dans votre vie et que vous ne regrettez pas? V. Si l'on retirait de votre existence tout ce qui sert à vous distraire, que resterait-il que vous ayez choisi? Nous avons commencé dans un désert égyptien, avec un homme qui regardait le soleil pour vérifier s'il avait bougé. 1600 ans plus tard, vous regardez un écran pour la même raison. Vérifiez que le temps passe. Rien n'a changé, sauf la qualité de la distraction. Ce qu'Evagre avait compris et que nous avons désappris, c'est que cet état n'est pas une condamnation. C'est un passage. Il a un début, un milieu, une fin et surtout, il a des règles. On n'en sort pas en attendant que l'envie revienne. Elle ne revient pas toute seule et ceux qui l'attendent attendent des années. On en sort en rétablissant, une par une, les conditions qu'on avait supprimées, en acceptant de manquer, en restant seul assez longtemps pour s'entendre, en choisissant quelque chose d'assez difficile pour que ça résiste, en donnant du temps et en s'engageant de façon à ne plus pouvoir reculer. Ce n'est pas une méthode agréable, c'est simplement la seule qui ait été vérifiée par des hommes qui n'avaient rien d'autre à faire que de s'observer. Une dernière chose, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez tenu presque 30 minutes sur un sujet inconfortable, sans rien pour vous divertir. Vous venez de faire, sans y penser, exactement ce que ce texte recommande. Retenez que vous en êtes capable. Si vous voulez aller plus loin que ce que dure une vidéo, j'écris chaque semaine une lettre longue pour ceux qui veulent travailler ces mécanismes en profondeur. Elle s'appelle « Le cercle noctivum ». Le lien est en description. Et si vous voulez bâtir une force mentale qui ne dépend ni de l'opinion, ni du confort, ni de votre humeur du jour, lisez l'Esprit inébranlable. Ce n'est pas un livre de motivation. C'est un rappel de ce que vous êtes censé devenir.